Salut tout le monde, ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de Tom et Jerry, alors que j'adore Tom et Jerry. Principalement parce que ça rassasie ma soif de violence. Enfin bon, je n'en parle certainement pas autant que les Looney Tunes, dont je pourrais parler indéfiniment pour être honnête, mais paradoxalement, je trouve qu'on tend à ne pas assez parler d'eux et de leur importance dans l'univers des cartoons de l'âge d'or. Je ne saurais dire s'ils ont à proprement parler révolutionné les cartoons d'alors. Je veux dire, à l'époque de leur sortie, la Warner commençait à redéfinir leur style d'humour pour faire les cartoons de légende que l'on connaît aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont été d'une importance vitale pour la division cartoon de MGM. Avant leur arrivée, celle-ci consistait surtout en des cartoons cherchant à émuler le succès des Silly Symphonies, de la même manière que Warner a commencé de manière un peu trop Disney-like pour beaucoup. Et comme par hasard, les têtes pensantes principales derrière les Happy Harmonies de MGM sont Rudolph Ising et Hugh Garman, responsables de l'ère Bosco et compagnie chez Warner. MGM cherchait à trouver ses marques. Il y a eu tentative d'adapter un comic strip d'alors, Captain and the Kids, en plusieurs cartoons, qui ne rencontreront pas le succès. Même Fritz Freleng, dont MGM s'était momentanément octroyé les services, a détesté son expérience là-dessus. La solution s'est imposée d'elle-même, il fallait à MGM ses propres personnages pour booster la division cartoon et se distinguer de la masse. Warner a son Porky, Disney a son Mickey, Paramount a son Popeye et j'en passe. Et c'est là qu'interviennent la création de William Hanna et Joseph Barbera, Jasper et Jinx. Oui, c'était le premier nom de Tom et Jerry. Et on peut clairement parler de tournant majeur pour MGM. Non seulement pour avoir créé des personnages qui ont tout de suite rencontré l'admiration de l'audience d'alors, mais aussi pour avoir convaincu MGM d'adopter une nouvelle apparence pour ses cartoons, plus slapstick déjanté sans limite, pour créer du rire et du divertissement. Essentiellement, ils ont été pour MGM ce que Tex Avery a été pour Warner, la persuasion de suivre sa propre voie, au lieu de se contenter de vouloir approcher la beauté de chez Disney. Et parlant d'Avery, je n'ai aucun doute que sans Tom et Jerry pour débroussailler le terrain avant son arrivée chez MGM, ces cartoons n'auraient clairement pas été aussi mordants et irrévérencieux qu'ils ne le sont. Le reste appartient à l'histoire, mais l'aventure Tom et Jerry dans les mains d'Hanna et Barbera a duré 18 ans. Bon, après, vous avez lu le titre de la vidéo et vous vous dites sûrement que ça fait une très longue exposition avant d'entrer dans le vif du sujet. Et vous avez raison. Quoi, je peux pas vous contredire à chaque fois. Donc oui, après Hanna et Barbera et la fermeture de la division cartoon originelle de MGM, le studio a tenté de raviver le feu à 2 reprises, en s'aidant de studios d'animation externes. Et ça a donné 2 ères loin d'être aussi populaires que celle d'Hanna-Barbera. L'ère Gene Deitch en 1961 et 62, désolé si j'écorche le nom, et l'ère Chuck Jones de 63 à 67. Et moi aujourd'hui, j'ai choisi de parler de celle de Jones pour 2 raisons. La première, c'est que l'ère Gene Deitch a déjà été couverte de manière exhaustive par une autre personne, et je vous encourage à aller voir sa vidéo, car elle explique très bien ce qui fait que l'approche de Gene Deitch sur Tom et Jerry échoue, et osons le dire, ce qui fait qu'elle était vouée à l'échec de base, et qu'on ne peut pas entièrement blâmer Deitch pour ça, et certainement pas aussi durement que certains le font. En plus, c'est une vidéo francophone, donc vous n'avez aucune excuse. Et petit b, quelque part c'est aussi parce que, vous me connaissez, vous savez que je suis fan de l'œuvre de Chuck Jones, mais surtout parce que son approche de Tom et Jerry semble être passée assez inaperçue. On parle bien plus souvent de l'ère Deitch en comparaison, même si c'est pour rappeler son échec ou son côté So Bad It's Good. L'ère Jones de son côté, bah on sait qu'elle existe, et c'est à peu près tout. Elle ne semble pas avoir laissé grande trace. Ce qui semble surprenant, car on parle tout de même de freaking Chuck Jones quoi. Même à l'époque où le nom seul des artistes derrière les cartoons n'évoquait pas autant l'intérêt du public lambda, on savait déjà quelle création populaire était rattachée à lui. Et encore plus surprenant, c'est que pour produire ses cartoons, Chuck s'est vu aider de la majorité de sa fidèle clique l'ayant suivi depuis longtemps chez Warner. Son storyman de toujours Michael Maltese, ses talentueux animateurs fétiches comme Ben Washam, Richard Thompson et Ken Harris, et surtout son légendaire artiste layout Maurice Noble. Même Mel Blanc et June Foray sont passés occasionnellement pour des effets vocaux. Alors vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors avant toute chose, un peu d'histoire et de recontextualisation. Encore, pour parler de comment Jones s'est retrouvé en charge d'un tel duo. Remontons au début des années 60. En fait, c'est notamment lié à la production d'un film créé par le studio UPA, Gay Perry. Coécrit par Chuck et sa femme Dorothy, ce film, pour la faire courte, narre les tribulations de chats amoureux à Paris. Oh mais bon sang Disney, vous en avez pas marre de plagier les autres? J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Le film est réalisé par Abe Levitao, animateur pour Jones depuis une décennie, mais Jones a également travaillé dessus. Ce qui n'était pas du goût de Warner, avec qui il avait signé un contrat d'exclusivité. Donc lorsque la Warner l'a appris, Jones s'est fait renvoyer de la production des Looney Tunes sans demander son reste, emportant avec lui son équipe, Noble, Washam, Harris, etc. Il l'héberge dans un studio d'animation indépendant qu'il crée en 1962, Sip Tower 12, studio que MGM contacte pour produire une nouvelle série de cartoons Tom et Jerry. Entre-temps, Sip Tower 12 sera racheté par MGM pour devenir MGM Animation / Visual Arts. Ce qui n'a pas changé grand chose dans la production des cartoons en eux-mêmes. Un fait inutile.
En tout cas, Tom et Jerry semblent correspondre aux sensibilités cartoonesques de Jones. Après tout, qui d'autre pour satisfaire son goût pour le pantomime qu'un duo qui est l'incarnation même de la comédie pantomime. Jones a également dans son palmarès les cartoons de Bip Bip et Coyote, donc techniquement, les cartoons en mode course-poursuite, il les connaît bien. Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est donc en 1963 que sort le tout premier cartoon de cette nouvelle salve, Penthouse Mouse, coécrit par Jones et Maltese. Et assez rapidement, l'impression d'être en terrain connu est là. La prémisse est simple et tourne rapidement au prétexte pour la course-poursuite dans un décor particulier, en l'occurrence un gratte-ciel. Tom et Jerry sont reconnaissables, même en subissant le relooking qui va avec le style reconnaissable de Chuck Jones des années 60. J'aime beaucoup ce trait, où l'on sentait des personnages au design plus relâché, plus touffu. Et appliqué à Tom et Jerry, ça donne un résultat pas déplaisant, si plus manichéen entre guillemets. Tom est plus antagonisé, notamment avec ses gros sourcils et ses expressions anticipant ce que Jones fera avec le Grinch. Même si ce design ne l'empêche pas de paraître plus sympathique par moments. Pour contraster, Jerry a un design le rendant plus innocent. Il faut dire que dans ses cartoons, il n'était pas aussi diabolique que pouvait l'être la version Hanna-Barbera. C'est plus fréquent que ce soit Tom qui lance les hostilités, même si plusieurs cartoons débutent en plein milieu d'une poursuite sans connaître l'instigateur. Quelque part, c'est d'ailleurs comme ça qu'on pourrait résumer une bonne partie des cartoons réalisés par Chuck. L'impression d'une course-poursuite perpétuelle en plein milieu de laquelle nous sommes propulsés à chaque épisode, mais dans des contextes différents. Et donc, on remarque assez vite cette approche à la Bip Bip et Coyote. Alors oui, évidemment, la plupart des cartoons de Tom et Jerry sous Hanna-Barbera sont aussi orientés suite de gags le plus souvent. Mais ils avaient presque toujours quelque chose pour tout relier ensemble. Ils envoient Tom et Jerry se poursuivre sur un terrain de golf parce que Tom y joue, ils envoient Tom et Jerry se poursuivre à la plage parce que Tom veut en profiter et draguer une fille, ils envoient Tom et Jerry se poursuivre à la ferme parce que Jerry est sous la protection d'une poule, et ainsi de suite. A défaut, ils avaient une sensation d'escalation progressive jusqu'à un gros point culminant. Quelque chose qui manque au cartoon de Tom et Jerry sous Jones quand il se résume à la suite de gags, même si évidemment tous ne se résument pas qu'à ça, et la plupart trouvent un lien. Aussi compatible que paraisse le réalisateur pour ses cartoons, on sent finalement que Jones ne capte pas si facilement l'essence de Tom et Jerry qu'on aurait pu le croire. De son propre aveu des années plus tard, il pense ne pas avoir bien saisi les personnages. Et c'est vrai que finalement, plus on y pense et plus les différences entre ses sensibilités et la frénésie de Tom et Jerry peuvent se compter. Bip Bip et Coyote, ce n'est pas exactement la même chose que Tom et Jerry en termes de timing humoristique. On ne pourra cependant pas reprocher à Jones d'appliquer son propre style, visuel surtout. On reconnaît bien le Jones apte à utiliser l'animation limitée dans les mouvements, entre guillemets, pour créer de la personnalité chez les personnages dans l'économie de l'expression faciale. Ça reste vraiment parlant sans qu'il n'exprime un mot. Le souci, c'est que Jones semble privilégier ça pour négliger le timing des gags visuels et le rythme à côté, quand d'habitude tout cela va ensemble dans ses meilleurs cartoons. Des fois ça marche bien, des fois on se dit qu'un gag particulier aurait mérité un meilleur timing pour pleinement laisser un impact et faire ressentir le slapstick. Ces cartoons sont très courts et comble de l'ironie, le générique dure souvent entre 40 et 50 secondes en incluant le logo. Ça frappe rapidement que la synergie des cartoons originaux tend à manquer. Ce qui ne serait pas tant un problème que ça si Jones tentait d'être plus, si j'ose dire, infidèle au style de Tom et Jerry sous Hanna-Barbera, pour pousser encore plus loin l'idée d'être sa propre version unique. Le tout paraît un peu bâtard au bout du compte, et donc le peps vient à manquer. En fait c'est ça, le Tom et Jerry de Jones manque de mordant. Ce qui est ironique quand Jones a pondu quelques des cartoons les plus cyniques de chez Warner. Être à la tête de la franchise à l'origine de quelques des cartoons les plus vifs et les plus violents de l'histoire n'est certainement pas chose aisée, même pour Jones. Prenez un cartoon comme Trap Happy pour voir tout ce que Hanna et Barbera pouvaient fourrer dans 7 petites minutes. À la place du dynamisme de la musique de Scott Bradley, on a Eugène Podany, dont j'aime les musiques en elles-mêmes, mais qui n'ont pas le tonus emblématique et contribuant énormément à la réussite des cartoons du duo. Je pense que ce qui pourrait résumer ces cartoons, c'est qu'ils me paraissent plus plaisants d'une manière artistique que véritablement marrants. Même si je les trouve quand même assez amusants à regarder d'une manière générale. Car oui, artistiquement, ça reste du solide. On a la sensibilité Jones, dont on retrouve l'éthique d'expressivité des personnages au-delà des mots, et surtout la sensibilité Maurice Noble qui fait des étincelles. Probablement pas son travail le plus impactant, faut dire qu'il a placé la barre si haut chez Warner, mais la compatibilité avec cette version de Tom et Jerry passe crème. J'aime ce genre de layout, avec les jeux entre les différentes couleurs et les formes. Le layout des intérieurs de la maison, ça me rappelle notamment ce que Xylam fera des années plus tard avec les zinzins de l'espace. J'aime bien l'approche prise sur le duo occasionnellement, amplifiant le côté meilleurs ennemis du monde qui aiment se foutre sur la gueule, un peu l'image qu'on en retient spécifiquement aujourd'hui. Mais là où ces cartoons me plaisent le plus, et c'est dommage que ça arrive si peu fréquemment, c'est quand Jones exploite de manière plus créative l'expressivité propre à un cartoon. Par exemple dans A Sweet Mouse Story of Life, quand Jerry tombe dans le vide et utilise une onomatopée point d'interrogation pour s'accrocher à une bordure. C'est là que je me dis que Jones aurait pu donner une approche du duo qui se distingue sur le long terme, au lieu de trop rester sur les acquis. Non pas qu'il le fasse constamment, mais je pense que les résultats en seraient parus moins frustrants pour tout le monde, y compris pour Jones. Mais il faut savoir que Chuck n'est pas le seul réalisateur à avoir œuvré durant cette période.
Il y a des cartoons qu'il s'est contenté de produire, donnant la charge à d'autres personnes, et en majorité à Abe Levitao, on y revient, qui a réalisé une grande partie de la seconde moitié de cette salve. Et croyez-le ou non, ce que je reproche aux cartoons faits par Jones est moins présent dans ceux de Levitao, même s'ils ont leurs propres problèmes. En fait, c'est un peu l'inverse de Jones, dans la mesure où je trouve les cartoons de Levitao plus différents, plus inspirés quelque part dans les possibilités créatives. Ne serait-ce qu'en termes de contexte pour les histoires, qui en sont plus farfelues. Levitao emmène par exemple Tom et Jerry dans les montagnes enneigées, avec Tom victime de l'alcool très puissant administré par un Saint-Bernard, il fait une parodie des histoires d'espionnage à la Mission Impossible et The Man from U.N.C.L.E., et il envoie le duo dans l'espace. À 3 reprises cependant, donc bon, originalité oui et non quelque part. Enfin, techniquement dans l'espace et dans le futur. Le fait est que je trouve que Levitao a compris qu'on peut faire quelque chose d'un peu différent avec ce duo, même en reprenant des concepts pas si innovateurs que ça. Et aussi que son approche humoristique est plus efficace en l'occurrence. Ces cartoons ont plus de moments d'humour percutants que chez Jones en tout cas. Mais le revers de la médaille, c'est qu'à l'inverse des cartoons de Jones, il brille moins artistiquement. Les mêmes animateurs sont là, mais la direction ne permet pas d'exprimer aussi subtilement mais efficacement la personnalité des personnages. Même si j'apprécie que Levitao pousse le style de Jones dans ses derniers retranchements en termes de loufoque. Aussi, Maurice Noble n'est que consultant pour certains designs, le layout est en revanche assuré par d'autres personnes comme Don Morgan, et sans aller jusqu'à dire que c'est moche, c'est moins marquant et plus grossier si j'ose dire. C'est quand même dommage et assez ballot qu'on ait 3 cartoons futuristes et qu'aucun des 3 ne bénéficie de Noble en plein contrôle du layout. Jones se repasse occasionnellement à la réalisation durant le règne Levitao, et c'est quand ça arrive que ça semble redevenir plus inspiré visuellement, avec Noble en co-réalisateur. Le style musical change aussi, Podany laissant plus fréquemment sa place à Dean Elliott, qui apporte plus de bruit et de dynamisme. Certains diront pour le meilleur, d'autres pour le pire, mais en ce qui me concerne, il se distingue et distingue plus encore ses cartoons lorsqu'il est en charge de la musique, dont j'aime le ton jazzy particulier, bien 60s. En somme, la période de Jones de Tom et Jerry, c'est un peu pile ou face et faites votre choix. D'un côté, l'expressivité de Jones en termes de pantomime et la direction artistique de Maurice Noble qui donne un charme certain aux batailles entre ces deux personnages, et de l'autre, la loufoquerie d'Abe Levitao qui prend plus de plaisir à placer Tom et Jerry dans des situations plus incongrues, mais plus distinguables et plus humoristiques. Au bout du compte, je peux me tromper, mais j'imagine bien la production de ces cartoons être une sorte de test pour Jones. Une façon d'avoir en quelque sorte un break, tout en se refaisant les armes pour mieux attaquer quelques productions animées plus ambitieuses. Ça ne me surprendrait pas, car déjà chez Warner, c'était en quelque sorte ce qu'ils faisaient avec Bip et Coyote. Alors attention, j'adore Bip et Coyote et je ne dis pas que Jones faisait leurs cartoons à l'arrache. Mais comme ils sont moins longs à imaginer du début à la fin, je pense qu'ils permettaient à Jones de décompresser un peu et de passer moins de temps dessus pour se concentrer sur des cartoons plus ambitieux comme What's Up Raddock, tout en respectant son quota de cartoons à produire. Et du coup donc ça ne me surprendrait pas que ce soit également le cas avec Tom et Jerry, comme une sorte de passerelle avant de produire des cartoons comme l'abstrait The Dot and the Line, The Bear That Wasn't, adapté d'une histoire de Frank Tashlin, et bien évidemment sa légendaire adaptation du Grinch qu'on ne présente plus. Et encore une fois, je ne dis pas que Jones ne s'est pas investi dans ce projet, mais il y a visiblement eu des trucs pour alléger la production, et donc visiblement se concentrer sur autre chose. Des animations recyclées ici et là, des cartoons courts dont certains gags peuvent pourtant prendre leur temps, et parfois des concepts réutilisés, y compris venant d'autres cartoons de Jones. The Year of the Mouse par exemple, qui semble être un gros remake de Mouse Wreckers, un cartoon qu'il a réalisé pour Warner. En définitive, malgré tout ce que j'en dis, j'aime bien la période Jones, mais je comprends que les gens tendent à l'oublier, contrairement à la période Hanna-Barbera, et même la période Deitch tant elle est particulière. Je déteste le terme safe, mais ouais, Chuck l'a probablement joué un peu safe sur ce coup, et ça se comprend qu'il s'est exprimé dessus plus tard en mode si c'était à refaire. J'ai quand même une grande tendresse pour cette période, dans la mesure où j'ai grandi avec pas mal des cartoons qui y proviennent, je les adorais même presque autant que ceux de Hanna-Barbera, et j'étais très content de les voir fréquemment sur Cartoon Network. Donc forcément, j'ai de l'affection pour eux, et il y en a même des plutôt recommandables à mon sens. The Cat Above and the Mouse Below était un de mes préférés quand j'étais petit, même si aujourd'hui, je me dis que le sens du timing de Jones n'est pas aussi efficace que dans un Rabbit Houseville, pour donner un exemple similaire. Ça reste un de mes préférés de l'ère Jones. Mon préféré absolu est sans doute Snow Body Loves Me, qui m'avait marqué étant gosse, sans doute pour son usage de musique classique, notamment Chopin, même s'il évoque des réminiscences de The Night Before Christmas dans sa conclusion. Mais j'adore l'atmosphère de celui-ci, et le fait qu'il privilégie cette jolie ambiance au gag en prenant son temps. En plus d'avoir l'excellence du layout de Maurice Noble, aidé de Philippe Degarde pour les arrière-plans. Is There a Doctor in the Mouse est certainement l'un des mieux rythmés de cette période. J'aime aussi Dual Personality et Jerry Quite Contrary, qui ont des concepts humoristiques si prometteurs que je m'étonne que Hanna-Barbera n'y ait pas pensé avant Jones. Enfin, Cat and Duplicate est aussi un classique de mon enfance. Je l'avais en VHS et je me le repassais fréquemment, surtout la routine du faux miroir typique des Marx Brothers. Et pour choisir un Levitao,
Je pense que Surfboard Cat est celui qui me fait le plus rire, principalement parce que dans celui-là, c'est moins Tom contre Jerry que Tom contre sa propre malchance et conneries qui déclenche le rire. Mais est-ce que comme moi, vous avez autant grandi avec cette période qu'avec celle d'Anna et Barbera? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ère Jones et si elle vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Sinon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao! What do we care about nice? What do we care about sweet? All that we care about's vice and deceit. eating the mice, cheating the dice. Which is neat.